Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Cette enquête ce matin, c'est la question de la consommation d'eau. Véronique Jacquier, est-ce que vous faites attention à votre consommation avec la canicule, avec la sécheresse? La question est posée sur les réseaux sociaux. Que disent nos auditeurs, Véronique? Eh bien, ils disent oui à 77%. Ils font attention. Les commentaires arrivent nombreux. Eric nous donne même une idée. Il dit désinfecter les cuves des chaudières à fioul pour pouvoir stocker, pourquoi pas, de l'eau de pluie. Tiens, on pourrait poser la question. On va voir si ça aurait marché. Je sais pas, moi je suis un peu dubitative, donc on va demander à Eric qui nous apporte des précisions. Voilà. Villeneuve, lui, nous dit: j'ai la chance de récupérer l'eau de pluie. Les anciens avaient tous un réservoir d'eau chez eux. Il faudrait des subventions pour investir, mais l'État protège les bénéfices des grandes compagnies d'eau. Ma facture, ce sont des taxes et finalement peu d'eau. Je paye les taxes, les abonnements, l'abonnement et finalement pas tellement l'eau. C'est vrai qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est la même chose pour l'électricité. Et puis aussi, lui habite sur la Côte d'Azur et il nous dit: nous faisons attention, des douches, on prend plus de bains et nous utilisons des lave-vaisselle et des lave-linges économes. Allez, 0826 300 300 aussi pour réagir et apporter vos commentaires ou vos réactions, vos astuces également. Et on salue surtout nos invités au téléphone. On est en ligne avec Marie-Lise Massé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale du Centre d'information sur l'eau et en studio avec nous, on le remercie, Nicolas Giraud. Bonjour. Bonjour. Secrétaire national de la Confédération paysanne. Alors, pardonnez-moi Marie-Lise Massé, mais je vais commencer avec vous, Nicolas Giraud. Du côté des agriculteurs, alors il y a des restrictions d'eau qui touchent soit les 3/4 du pays. Hein, on est aujourd'hui dans un phénomène qui est plus important encore que les précédentes sécheresses. Est-ce qu'il faut être inquiet pour le monde agricole aujourd'hui ? Moi, il me semble qu'on peut être inquiet, pas forcément pour le monde agricole, mais on peut être inquiet au vu que tous les ans, la ressource en eau, à cette époque-là, on nous explique que voilà, c'est de plus en plus tôt. C'est de plus en plus tôt, c'est de plus en plus longtemps, c'est de plus en plus violent. Donc, à un moment donné, on se rend compte que le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, il commence réellement à nous impacter fortement. Il impacte, nous, notre activité, moi je suis éleveur, notre activité d'élevage, parce qu'à un moment donné, il faut donner à boire aux animaux, il faut avoir de l'herbe pour leur donner à manger, donc il faut de l'eau qui tombe pour avoir cette pousse d'herbe. Et à un moment donné, on voit que tous les étés, ça coince, et ça va coincer de plus en plus longtemps. Là, concrètement, vous faites comment pour passer justement cette période ? On voit certains éleveurs qui commencent à taper dans les réserves, comme on dit. C'est exactement ça. Voilà, nous, on commence à donner le foin qu'on a fait au printemps, qui est normalement destiné à alimenter les animaux en hiver quand on les rentre dans les bâtiments. On commence à leur donner de ce fourrage-là. Donc ça veut dire que c'est du fourrage qui va manquer à un moment donné dans l'hiver. Donc ça veut dire que soit il faudra vendre des animaux, il va falloir décapitaliser, soit il faudra acheter du fourrage, mais pour ça il faut de la trésorerie. Et on se rend bien compte que le monde de l'élevage est plutôt en berne économiquement depuis un bon moment. Et vous me tendez la perche, justement, la trésorerie. Hier, le ministre de l'Agriculture a annoncé une avance de trésorerie des aides de la PAC compte tenu de la situation exceptionnelle. C'est une bonne mesure ? 1 milliard d'euros. Oui, 1 milliard d'euros, c'est-à-dire que les aides de la PAC qui arrivent au mois d'octobre, au lieu que ce soit 50% qui tomberaient au mois d'octobre, c'est 70%. Donc oui, c'est intéressant. Mais le problème, c'est que le fourrage, il va falloir l'acheter rapidement parce qu'il n'y en aura pas des tonnes à acheter. Mais tout le monde en a besoin du fourrage. Tout le monde en a besoin, donc c'est-à-dire qu'il faudrait le commander maintenant. Et comment est-ce que vous allez expliquer à un fournisseur que vous allez lui commander maintenant, qui va peut-être vous le livrer maintenant et que vous allez lui payer en octobre quand les aides de la PAC arriveront ? À un moment donné, il faut que le ministre soit cohérent. Les aides, elles doivent arriver maintenant pour commander du fourrage maintenant pour en avoir cet hiver. Et il va y avoir aussi une inflation du prix sur le fourrage. Bien sûr, c'est le gros risque. C'est le gros risque. On l'avait déjà noté l'an dernier. Il y avait déjà eu de l'inflation parce qu'il y a une concurrence entre pays, entre éleveurs. Il y a très peu de solidarité. Et il y a aussi une concurrence qu'il faut noter, c'est avec d'autres productions, des productions énergétiques. Il a poussé un paquet de méthaniseurs dans un paquet de régions, dans le nord de la France, dans l'est de la France. Et ça devient pour certains plus économique de mettre dans le méthaniseur du fourrage, de la paille et du maïs que de le filer aux animaux ou que de le vendre aux éleveurs. Alors on va revenir sur toutes ces questions et comment on peut économiser et comment vous faites aussi, quelles sont les solutions à court terme mais surtout à moyen terme. Marie-Lise Massé, je me tourne vers vous, directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Question avec ces épisodes de canicule et de sécheresse, est-ce que les consommateurs que nous sommes devenons plus vigilants sur notre consommation ou pas encore tout à fait, Marie-Lise Massé ? Non, c'est certain qu'il y a une vigilance.
depuis quelques années déjà, puisque on enchaîne les sécheresses plus ou moins localement. Donc les gens ont pris l'habitude de faire très attention à l'eau. Et je pense que d'ailleurs, il n'y a pas que les consommateurs particuliers, domestiques qui font attention, mais ça va être aussi une adaptation de tous les acteurs économiques, puisque toutes les activités quasiment dépendent d'une fourniture en eau suffisante, que ça soit l'agriculture, comme on vient de le voir, l'industrie, l'alimentation en eau potable, la navigation, la production électrique. Et donc, voilà, il va y avoir de nouvelles stratégies et puis les comportements de consommateurs vont changer. Alors, lesquels, non par pas exemple ? Pour économiser l'eau, mais pour avoir une sobriété de tous les usages. Je ne pense pas qu'il faille dire qu'il y a un usage qui est prépondérant. On voit encore des gens qui nettoient leur voiture à grande eau alors qu'il fait chaud et qu'un peu de poussière sur la carrosserie, ça va pas poser problème. Non, et c'est d'ailleurs interdit dans certains départements. Arrêtés, dans pas mal d'appartements, excusez-moi, de départements, c'est interdit. Oui, mais Marie-Lise Massé, est-ce que vous ne demandez pas, comme ça se fait dans d'autres pays, une véritable volonté politique pour mieux utiliser l'eau usée ? En France, on l'utilise très très peu, alors qu'en Italie, c'est 80% de l'eau usée qui a une seconde vie. Alors là, je suis vraiment contente que vous parliez des eaux usées, parce que effectivement, je pense que ça va être un réel besoin qui se fait sentir, et la France, comme vous l'avez dit, a du retard à rattraper. Vous avez cité des chiffres. Nous, on est vraiment très peu utilisateurs encore, 19 000 mètres cubes par jour, quand on voit que l'Espagne, Israël, l'Italie sont à 800 mètres cubes par jour. Donc, alors, les assises de l'eau, justement, vous parliez d'un mouvement politique, d'une volonté politique. Mais justement, les assises de l'eau ont dit qu'il va falloir tripler ces volumes d'eau usée réutilisée d'ici 2025. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir que la réglementation aussi s'adapte, parce que jusqu'à présent, elle avait été quand même elle avait voulu faire très très attention aux risques sanitaires pour les maîtriser. Alors il faut continuer à maîtriser les risques sanitaires, bien évidemment, il ne faut pas changer sur cette ligne, mais il faut permettre qu'on puisse réutiliser l'eau pour certains usages. Alors, on arrive au cœur, on va dire, de ce débat, c'est quelles sont finalement les nouvelles sources d'économie ou pour pouvoir passer ces moments de sécheresse. Alors, Nicolas Giraud, je rappelle que vous êtes secrétaire national de la Confédération paysanne. Alors, ces eaux usées, en tous les cas, ces eaux de pluie, ces stockages d'eau, il y a un grand débat qui revient à chaque fois qu'il y a un épisode. Comment stocker l'eau ? Comment stocker l'eau qui finalement vous échappe, vous, le monde agricole ? Le meilleur moyen de stocker l'eau, c'est d'arriver à la faire rentrer dans les nappes phréatiques. À un moment donné, il faut être lucide. C'est-à-dire que toute l'eau qui ruisselle, toute l'eau qui ne rentre pas parce que l'eau est trop compactée depuis trop longtemps. Le terrain est trop compacté, le terrain est trop urbanisé. À un moment donné, toute l'eau qui court, toute l'eau qui file à l'océan avec ces grands fleuves, ces grandes rivières qu'on a rendues rectilignes, où il n'y a plus de méandres, où l'eau n'a plus le temps de s'infiltrer, n'a plus le temps d'atteindre les nappes phréatiques, c'est toute l'eau qui n'est pas stockée. Et la bétonisation. À un moment donné, il faut être clair que le meilleur des stockages, le plus efficace, il est dans les nappes phréatiques. Donc vous n'êtes pas pour les réserves, ce qu'on appelle collinaires. Nous, on n'est pas pour des réserves collinaires. Il faut sûrement en imaginer quelques-unes à certains endroits stratégiques ou à certains endroits où il y a un besoin, où il y a vraiment un déficit important pour sécuriser certaines productions. Mais en aucun cas, nous ne sommes favorables à des retenues massives pour continuer vers le même modèle agricole. Des petites retenues locales qui peuvent... Mais surtout, c'est revoir le modèle agricole. C'est-à-dire revoir le modèle agricole qui s'est industrialisé, qui fait que toute l'eau ne s'infiltre plus et qu'on n'en a plus à disposition. À un moment donné, la plupart des bassines qui étaient prévues à l'investissement, c'est des bassines qui viennent pomper dans la nappe phréatique. Ça n'a aucun sens. Et qu'en est-il de l'eau de pluie ? Si la nappe phréatique n'est pas remplie, on pourra toujours pomper dedans. Il y aura jamais assez d'eau. Et est-ce qu'on peut stocker l'eau de pluie quand il y en a trop, par exemple, dans les périodes d'automne, d'hiver, et on ne sait pas quoi en faire ? Ouais, mais après, c'est compliqué d'arriver à stocker de l'eau de pluie. On peut le faire sur des exploitations, j'allais dire pour l'abreuvement des animaux.
animaux, par exemple. On pourrait imaginer d'avoir des aides à ce que, quand on construit un nouveau bâtiment, qu'il y ait des stockages d'eau de pluie qui soient, j'allais dire, quasiment obligatoires. C'est de la même manière que sur les maisons d'habitation, on devrait rendre obligatoire le fait de stocker de l'eau de pluie pour les chasses d'eau des toilettes. On devrait rendre obligatoire de mettre des panneaux solaires pour un chauffe-eau solaire. C'est tous des petits investissements qui peuvent contribuer à améliorer, mais le gros du monde agricole, il se fera par une évolution du monde agricole qui devrait retrouver des pratiques agronomiques, une agriculture biologique, une agriculture paysanne, qui remettent au cœur du système l'agronomie, la vie du sol, pour arriver encore une fois, à faire que l'eau s'infiltre et qu'on puisse la stocker. Et le respect de la nature, donc, c'est ça, finalement, revenir au respect fondamental de la nature. Mais est-ce qu'avec vos camarades, avec vos collègues, vous discutez, alors vous êtes éleveur, c'est différent, mais est-ce que certains envisagent de changer de culture, puisque certains ne seront peut-être pas viables. Dans 40 ans, il y aura peut-être plus de vignes dans l'Aude. Est-ce que ça, c'est un sujet qui devient un sujet de préoccupation ? Il y a des cultures qui évoluent déjà, oui. On se rend bien compte qu'il y a certaines cultures qui deviennent compliquées. Par exemple, de faire du maïs à des endroits où le maïs n'est pas adapté. Le maïs est une plante tropicale, à un moment donné. Il réclame de l'eau, à un moment donné, où en France, il en tombe le moins. Les maïsiculteurs ne vont pas apprécier ce que vous dites là. Ils vont vous dire c'est pas qu'ils vont pas apprécier, mais il y a quand même une réalité. C'est depuis la fin des aides couplées de la PAC qui donnait une aide plus forte au maïs irrigué qu'au maïs non irrigué. Là, il y avait une forte poussée du maïs irrigué. Depuis qu'on a arrêté ça, le maïs irrigué diminue en surface. Ça veut bien dire qu'il n'avait pas forcément de sens agronomiquement. Et on peut continuer à faire du maïs. Donc c'est les orientations finalement de la PAC qui ont mal orienté l'agriculture et la réserve en eau. La PAC a orienté l'agriculture vers un modèle industriel, vers un modèle intensif. À un moment donné, il faut que cette PAC, on est en train de la réviser au niveau européen, il faut que cette PAC donne une nouvelle orientation, une orientation alimentaire, une orientation vers une agriculture plus durable, plus biologique et plus paysanne. Alors vous ne bougez pas, vous restez avec nous, Nicolas Giraud, secrétaire national de la Confédération paysanne, Marie-Lise Massé qui est avec nous en ligne, directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Et vous, si vous voulez également réagir sur ce débat, le monde agricole, mais également les consommateurs que nous sommes sur la gestion de l'eau, 0826 300 300, Véronique Jacquier. On rappelle la question et pour l'instant le sondage. Eh bien, faites-vous attention à votre consommation d'eau, c'est toujours 77% de oui. Continuez de réagir, on vous attend 0826 300 300. On sera avec Jean dans un instant, juste après la pause, qui habite Longjumeau. On verra avec lui si justement du côté de la région parisienne, il fait lui aussi attention à sa consommation. À tout de suite sur Sud Radio, il est 9h17. Et attention à l'abus d'alcool. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et il est beau le débit de l'eau, comme on dit. Alors faites-vous attention à votre consommation d'eau par ces temps de sécheresse et de canicule. C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio, mais également au 0826 300 300. Que disent nos auditeurs, Véronique Jacquier ? Eh bien, ils disent qu'ils font attention à 78%, avec des auditeurs qui nous disent qu'ils font surtout attention en ce qui concerne l'arrosage. Bien entendu, ils n'arrosent plus les pelouses. Ouais. Ils continuent à arroser les cultures maraîchère, mais avec parcimonie. Alors j'ai justement une question à vous poser, Marie-Lise Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Quand il y a ce genre d'épisodes de sécheresse et ces mesures de restriction, est-ce que les petits gestes, comme on vient d'entendre de la part de nos auditeurs, je fais attention à mon arrosage, je ferme l'eau quand je me lave les dents, etc., ces petits gestes du quotidien, mis bout à bout, est-ce que ça a une réelle influence sur la ressource en eau ? Bien sûr, parce qu'on est 64 millions à utiliser tous les jours de l'eau. Donc même si c'est des petits gestes, ils ont leur importance. En plus, ça montre une prise de conscience des consommateurs et ça montre aussi qu'ils sont des leviers justement pour que les pouvoirs politiques prennent en compte tous ces problèmes d'eau et y travaillent également. Il faut quand même se rappeler qu'en une dizaine d'années, les collectivités ont réussi à économiser 1 milliard de mètres cubes d'eau par an. En faisant quoi par exemple ? En n'arrosant pas certaines pelouses ? Alors, notamment, oui, en ayant des nouvelles pratiques. Là aussi, il y en a certains qui commencent à réutiliser les eaux usées qu'on a utilisées, qui sont parties dans les stations d'assainissement, mais également les fuites. Vous vous rappelez, il y a quelques années... mais attendez, c'est encore un gros problème, les fuites, quand même. Il y a Allez-y, Marie-Lise Massé. C'est un problème, mais n'empêche qu'on est en train quand même d'y travailler et que petit à petit, ces fuites d'eau vont se réduire. Et d'ailleurs, je pense que là, les consommateurs ont un rôle à jouer même chez eux. Je rappellerai un seul chiffre, une chasse d'eau qui goûte
toute une journée, c'est 150 litres d'eau perdue. Ouais. C'est 55 mètres cubes perdus en un an. Donc là, on a un vrai gisement, même chez soi, en contrôlant ces fuites le plus possible. Alors, vous ne bougez pas et on accueille tout de suite au 0826 300 300 Jean. Bonjour Jean. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes à Longjumeau? Oui, c'est ça. Là où ça a été très inondé. Ah, pourquoi? Oui. Non, la question que je me pose, c'est comment justement, moi je suis tout à fait en accord avec ce qu'a dit mon camarade paysan. Je dis camarade parce que je suis un copain à José Bové, donc je connais bien la Confédération. Ouais. Et tout ce qu'il a dit est que du bon sens. C'est vrai que quand on voit des exploitations de maïs un peu partout à des endroits où on n'a jamais fait pousser de maïs, c'est un pompeur de flop redoutable, le maïs. Maintenant, est-ce que, comme on veut concurrencer, souvent on a voulu concurrencer les États-Unis sur ce genre de produits, on devrait faire une autre agriculture bien plus raisonnée, bien moins consommatrice d'eau. Et moi, je me pose la question, on a eu des inondations considérables il y a pas très longtemps de ça, dans le 91, dans le 77, un peu partout, et effectivement, cette eau, elle va où? C'est ma question que je me pose. On a d'un côté, on a eu des inondations, c'est-à-dire de l'eau qui n'a pas réussi à se résorber rapidement, donc on a des inondations. Et effectivement, on pourrait se dire tout bêtement, sans trop de connaissances, que les nappes phréatiques sont pleines à ras-bord, et sauf qu'on s'aperçoit qu'elles ne le sont pas. Donc, ce que disait la personne, c'est vrai que pourquoi ces eaux ne vont pas dans les nappes phréatiques? Parce que c'est là que sont les réservoirs naturels quand il pleut, parce qu'il y a bien des moments où ça pleut, il y a des moments où il fait chaud. Moi, en 76, j'étais à l'hôpital, c'était une canicule. On s'aperçoit, ça revient. Je ne sais pas si c'est dû uniquement au réchauffement climatique, parce que tout le monde met ça à toutes les sauces, le réchauffement climatique. On va appeler ça le dérèglement climatique, ça paraît une évidence aujourd'hui. Oui, c'est un dérèglement climatique, mais on a comme des données qui datent des années 1940, où on a eu des canicules. La planète, par rapport à l'existence de l'homme, elle est quand même, il y a un moment qu'elle existe, donc des dérèglements climatiques, il y en avait un paquet, même si aujourd'hui l'homme a accéléré certains processus. Mais des fois, on entend des politiques mettre ça à toutes les sauces. Moi, j'ai vu dans ma ville, on me dit, on va faire ceci ou cela pour l'eau, parce que c'est dû au dérèglement climatique. Je vais juste leur expliquer que ma grand-mère, elle allait en barque à l'école et que c'était dans les années 1900. Disons que c'est sur l'échéancier aujourd'hui, c'est quasiment incontestable que le climat se dérègle et qu'on arrive à des périodes on va dire, de manque d'eau qui deviennent, on va dire, plus récurrents et de plus en plus. On voit des vignes grillées aujourd'hui, elles grillent sur pied, la forêt des Vosges avec des sapins qui disparaissent parce qu'ils n'ont plus d'eau. Donc il se passe quand même, à petite échelle pour ces exemples-là, mais visiblement il se passe des choses. Alors vous allez répondre tous les deux à cette question que nous pose Jean à Longjumeau. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces grosses périodes, de ces eaux qui tombent, de ces pluies diluviennes finalement, ces épisodes que l'on connaît au printemps et même à l'automne et à l'hiver? Et qu'est-ce qu'on peut faire de toutes ces quantités d'eau? Marie-Lise Massé, est-ce qu'il y a une solution envisageable? Mais bien sûr, les eaux pluviales, il faut de plus en plus les récupérer parce qu'on sait bien que ces eaux pluviales qui ruissellent sur un sol qui n'arrive plus à les absorber, parce que c'est ça aussi l'urbanisation, c'est d'enlever les sols qui jusqu'à présent absorbaient cette eau et pouvaient la rapporter dans les nappes phréatiques. Maintenant, de plus en plus, ces eaux pluviales, elles coulent le long d'un sol qui est devenu pauvre ou qui est devenu très minéral dans les villes, et donc on n'arrive plus à absorber. Et ces eaux pluviales, c'est un enjeu. Il faut absolument les canaliser. Maintenant, il y a beaucoup en urbanisation, on parle des eaux pluviales remises à la parcelle, c'est-à-dire qu'on demande dans les plans locaux d'urbanisme, dans les nouvelles constructions, de récupérer ces eaux pluviales, pour soit les réutiliser, soit les remettre dans les nappes phréatiques. Ça, c'est tout un travail qui est en train de se faire, qui va coûter aussi assez cher. Et c'est le consommateur qui paiera au bout? Eh bien, écoutez, c'est le consommateur qui paie effectivement ses services. Alors, quel que soit l'usager, il paie ses services dans sa facture d'eau, parce qu'on ne paie pas la matière première, mais on paie tous les services qui
qui sont rendues, et notamment ils paient ce qu'on appelle des taxes. En fait, il y a une partie de ces taxes qui retournent aux agences de l'eau, qui va les redistribuer après pour que justement il y ait des subventions, des travaux qui soient faits. Alors Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération paysanne, est-ce que le monde agricole est prêt à payer pour une meilleure gestion de l'eau ? Je pense que c'est pas que au monde agricole de payer. À un moment donné, il va falloir que la société, de manière générale, se mette d'accord pour payer aussi bien sur l'eau, quelle eau on veut, quelle alimentation on veut, quel territoire on veut. Ça peut se faire au travers de la politique agricole commune, ça peut se faire au travers d'autres politiques. Mais à un moment donné, il va falloir avoir le courage de poser des actes politiques. On entendait tout à l'heure la consommation quotidienne des gens. Oui, ça peut être quelque chose, ça peut être un levier, mais à un moment donné, le levier politique est largement plus important sur quel monde agricole on veut, quel monde industriel on veut, quel monde commercial on veut. Mais ça aura un impact sur le climat directement. Voilà, on a entendu Jean là, du monde agricole, qui nous appelait de Longjumeau tout à l'heure et qui remettait un peu en question cette espèce d'ambiance catastrophiste. Il faut être inquiet quand même de ce que l'on vit aujourd'hui. Moi, il me semble qu'il faut être inquiet. Moi, j'ai 40 ans. Vous êtes du Jura ? Moi, je suis du Jura. Il y a des réserves en eau. On a des températures de plus en plus importantes. On a des épisodes de sécheresse de plus en plus importants, de plus en plus récurrents, de plus en plus souvent. Y compris dans les zones comme le Jura. Y compris dans les zones comme le Jura. Ça pose vraiment question. On nous annonce le climat méditerranéen dans le Jura dans une quinzaine d'années. À un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire dans le Jura à ce moment-là, quoi ? Et qu'est-ce qu'on va faire dans les régions un peu plus au sud ? Ouais. Et c'est pour ça que voilà, je voulais juste terminer en disant qu'aujourd'hui, il nous semble qu'il y a une certaine incohérence. Le ministre prend en compte l'impact de la sécheresse. Le ministre de l'Agriculture nous explique, voilà, il va falloir, ils vont débloquer notamment des aides de la PAC, etc. C'est des choses intéressantes, mais comment est-ce que, dans le même temps, on peut entendre l'appel au secours des paysans sur la sécheresse et signer le CETA à l'Assemblée nationale, qui est un nouvel accord de libre-échange, qui va faire transporter de plus en plus de produits, aussi bien agricoles qu'industriels, par-dessus l'Atlantique. À un moment donné, nous, ça nous semble, à la Confédération paysanne, sacrément incohérent de dire on voit les impacts du dérèglement climatique aujourd'hui en France et on continue à signer des accords de libre-échange qui font qu'on va multiplier les échanges, on va transporter des bagnoles, on va transporter du blé, on va transporter du lait, on va transporter du bœuf. Oui, mais on ne peut pas vivre d'une façon très protectionniste. On ne peut pas vivre en autarcie comme dans un village gaulois. Moi, je suis producteur de comté, donc je conçois qu'on peut exporter du comté, qu'on peut exporter du vin, qu'on peut exporter, j'allais dire, ce qu'on appelle l'excellence française. Oui, la valeur ajoutée. Des produits à forte valeur ajoutée, mais est-ce qu'on peut continuer à exporter du bœuf ? Est-ce qu'on peut continuer à exporter du lait, du maïs, des bagnoles ? Est-ce que ça, on ne peut pas le construire et le consommer sur nos lieux de production, sur nos lieux et arriver à relocaliser aussi bien notre agriculture que notre industrie ? Voilà, vous êtes formidable parce que finalement, vous ouvrez le débat de demain, d'ores et déjà, puisqu'on est parti de cette problématique de sécheresse, de canicule. Est-ce que vous faites attention, en fait, à la consommation d'eau ? Et on arrive au débat autour du CETA, mais peut-être que les choses, vous avez raison, sont parfaitement liées. Que dit-on et que disent nos auditeurs, Véronique, sur la consommation d'eau ? Est-ce qu'ils sont vigilants ? Et oui, ils sont toujours vigilants. Le oui l'emporte maintenant à 78%. Ils font attention à leur consommation d'eau. Et Don Patillot nous alerte sur le fait qu'il faudrait peut-être commencer par s'interroger sur la quantité astronomique d'eau utilisée dans tous les stades de foot. Il n'a pas tort, c'est vrai. Ah ouais ? Bah oui, quand on arrose les pelouses, y compris en plein soleil. Les golfs. Et voilà. Et les golfs, bien sûr. Ils sont verts. Et la neige artificielle. Et ils sont verts pommes. Bon, enfin, tout ça, c'est un autre débat, mais merci beaucoup d'y avoir participé. Marie-Lise Massé, directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Merci à vous. Très belle journée. Nicolas Giraud, porte-parole de la Confédération paysanne. Débat sur le CETA à venir, donc, avec d'autres invités. Et vous continuez de réagir et de commenter sur les réseaux sociaux. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Félix Mathieu, tout ce qui buzz dans la presse, les réseaux sociaux. Puis Stéphane Burgat nous fera découvrir le Festival d'Avignon, ses coulisses et son off. Ne bougez pas, on revient dans un instant.